19h30, 4 jours à peine après son arrivée, il a fallu faire face à la crise causée d'abord par le monstre Irma dans les îles du Nord, puis la douloureuse Maria qui a frappé la Guadeloupe et son archipel, puis l'incendie du CHU, l'épineux dossier de l'eau. Éric Maire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le préfet de la région Guadeloupe et le représentant de l'État à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 4 mois à la tête de la préfecture. Comment qualifieriez-vous votre prise de fonction ? Eh bien, étonné par l'intensité et la succession de 3 cyclones, et j'ai très vite pris conscience que je vivais une situation exceptionnelle. Un premier bilan que nous ferons dans cette édition spéciale. Et on vous retrouve Éric Maire pour cette édition spéciale. Nous allons faire un premier bilan après 4 mois après votre prise de fonction. Vous êtes le préfet de la région Guadeloupe, représentant de l'État à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, nommé le 9 août dernier en Conseil des ministres, arrivé en Guadeloupe le 1er septembre dernier. Puis 4 jours après, un cyclone de surcroît de catégorie 5. Quand on vous annonce que les dégâts risquent d'être considérables, que les rafales de vent risquent de dépasser les 360 km/h, c'est la première fois que la Guadeloupe va devoir affronter un cyclone d'une telle envergure. Que vous êtes-vous dit ? Eh bien, dès que je suis arrivé, je me suis retrouvé dans l'action, puisque, comme vous le rappeliez, j'ai atterri en Guadeloupe le 1er septembre. Et dès le 2 septembre, le samedi 2, j'avais une première réunion de travail pour préparer l'arrivée de ce cyclone. C'était Irma. Nous ne savions pas encore quelle serait sa trajectoire exacte. Nous ne savions pas encore quelle serait son intensité. Et nous avons pris les premières mesures, notamment en prépositionnant des forces à Saint-Martin. Je rappelle que nous avons fait appel à des militaires de métropole, puisque je ne voulais pas dégarnir la Guadeloupe, qui pouvait être atteinte de la même manière qu'a été atteinte Saint-Martin. Donc nous avons eu des renforts immédiatement de métropole, des pompiers de Guadeloupe qui ont renforcé, un sous-préfet et des personnels de santé ont été prépositionnés. Et puis les choses se sont enchaînées. Nous avons fait une réunion avec les responsables politiques et les responsables de services de Guadeloupe pour voir les mesures à prendre et l'indiquer à la population. Comment on se sent quand on vient d'accepter, comme vous, cette fonction de préfet en Guadeloupe et quand on n'a jamais vécu un ouragan à cette fonction ? Oui, puisque j'ai eu l'occasion de vivre en tant que citoyen des cyclones, mais c'est la première fois que je gérais en tant que préfet une gestion de crise cyclonique. Bien, si vous voulez, le fait de connaître le phénomène cyclonique, cela doit aider, je pense. Et ensuite, les préfets sont formés et ont une expérience en matière de gestion de crise. Donc c'est une crise d'une ampleur exceptionnelle, à la fois en intensité et en durée, puisque le centre opérationnel départemental, la cellule de crise à préfecture, est restée activée 3 semaines de suite, 24 heures sur 24. Alors Saint-Martin, on l'a vu, a été sinistré, mais se relève petit à petit. Saint-Barthélemy a eu moins de dégâts au niveau de l'immobilier, les constructions n'étant pas les mêmes. Les îles du Nord, la population s'est dite coupée du monde durant 3 jours. Il y a eu plein d'interrogations, notamment que font les autorités, que fait l'État. Et puis ces images de pillage qui ont circulé juste après ces 3 jours. Que faisait-on à la préfecture durant ces 3 premiers jours ? Alors tout d'abord, je voudrais dire que j'ai une pensée pour les victimes et les personnes qui, encore aujourd'hui, sont dans la précarité et ne bénéficient pas encore des services minimums. Alors, on peut refaire l'histoire, mais les choses s'enchaînent. Nous avons une intensité exceptionnelle. Donc, l'ouragan Irma a été classé en 5 parce qu'il n'existe pas de classification en 6, je le rappelle. Et malgré les prépositionnements, nous trouvons face à une situation que personne n'attendait. Eh bien, on met en place au fur et à mesure un certain nombre d'actions face au pillage. Qui existe malheureusement souvent dans ce genre de situation. Immédiatement, donc, le ministre de l'Intérieur, le gouvernement, décide d'envoyer des renforts. Nous envoyons des renforts de Guadeloupe et très rapidement, nous maîtrisons la situation. Je rappelle que l'action des gendarmes et de la justice, qui a dépêché aussi des membres du parquet, procureur adjoint, a permis de retrouver 60% des biens qui avaient été volés. Les autorités ont-elles aussi été coupées de la réalité du terrain à un moment durant ces jours, il est très difficile dans cette situation, puisque les communications fonctionnent très mal, elles sont aléatoires. Il est très difficile de se faire une opinion précise de la situation. Et c'est petit à petit qu'on prend conscience de ce qu'il faut faire. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est la réactivité de tous. D'abord des Guadeloupéens, de leurs élus, et puis des services. Les services ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel. Je pense aux services de secours, aux pompiers, aux gendarmes, aux policiers, aux personnels médicaux, et puis à tous les opérateurs qui étaient sur place pour rétablir des réseaux, de l'eau potable, de l'électricité.
Alors 3 mois et demi après, Saint-Martin, on l'a vu, dévasté, se relève et recommence à vivre. Comment l'État va-t-il accompagner? On l'a vu, les membres du gouvernement se succèdent. Sur place, il y a d'abord eu le Premier ministre pour la reprise d'un certain rythme à l'école, début novembre. Jean-Michel Blanquer également. Et puis dernièrement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a annoncé des mesures pour relancer l'économie. Serez-vous, vous, le relais de ces mesures avec la préfète déléguée des îles du Nord, Anne Lobiès? Oui, alors je voudrais rappeler que 2 jours après le passage d'Irma à Saint-Martin, la ministre des Outre-mer était présente et que le président de la République est venu quelques jours après pour se rendre compte et pour fixer la feuille de route. Et c'est à partir des orientations du président de la République, avec le délégué interministériel à la reconstruction, que nous avons travaillé. Alors, nous passons des conventions avec la collectivité de Saint-Martin, qui a une autonomie importante. Donc la première convention était de nature financière. Une seconde convention a été signée et cela permet d'un commun accord à l'État d'apporter des moyens supplémentaires à la collectivité, notamment en matière d'organisation. Alors il y a eu Irma, puis 15 jours après, Maria qui frappe la Guadeloupe. Là, vous vous dites que le ciel vous tombe sur la tête ? Non, comme je vous le disais au début, nous sommes dans l'action. Et on oublie José, parce qu'à un moment donné, on nous a annoncé... Il y a eu la menace José, ce qui rend difficile l'intervention des secours, puisque quand un ouragan approche, les bateaux ne sortent plus, se mettent à l'abri, et donc on n'a plus de moyens, en tout cas maritimes, et de plus de moyens aériens très rapidement pour porter secours. Donc c'est une équation extrêmement difficile à gérer, porter secours à ceux qui ont besoin, tout en attendant un nouvel épisode cyclonique qui ne nous permet pas de déployer tous nos moyens. Alors, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez. Dans les premiers temps, un certain nombre de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, se sont plaints du fait qu'il n'y avait pas de communication. Oui, on ne peut pas non plus faire sortir les avions tant que le vent est à son intensité telle qu'on l'a connue, même après l'épisode. Donc ça prend un peu de temps. Et en matière de secours, en matière de reconstruction, on trouve toujours que le temps est trop long quand on est sur le terrain. Et effectivement, ceux qui gèrent la crise, je peux vous l'assurer, ont fait preuve d'un dévouement extrême. Puis il y a eu cet arrêté du gouvernement de déclaration de catastrophe naturelle qui ne parlait que des Saintes ravagées, mais pas des dégâts de la Guadeloupe. Là, vous faites le relais des élus, vous comprenez les doléances du secteur agricole et des élus, justement, qui font front. Oui, alors 2 choses. Alors le secteur agricole fait l'objet d'un traitement particulier, notamment dans le cadre du Fonds de secours des Outre-mer. Alors ensuite, en ce qui concerne l'arrêté de catastrophe naturelle, on a voulu aller vite et la Commission n'a pas dit qu'il n'y avait pas catastrophe naturelle sur le sud de la Guadeloupe, sur Basse-Terre. Elle a dit qu'il fallait compléter les dossiers. C'est ce que nous avons fait. Avec les Saintes, d'abord. Oui, parce que là, il y avait un phénomène qui avait été mesuré de façon très précise et pour la Commission, il n'y a pas eu d'ambiguïté. En revanche, pour le Basse-Terre, il a fallu constituer des dossiers, ce que nous avons fait avec les communes, et depuis, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu. Éric Maire, quels enseignements allez-vous tirer de ces cyclones, ces 2 cyclones que vous venez d'affronter, à peine arrivés? Alors, un premier qui est de se préparer davantage à ces phénomènes cycloniques qui risquent de revenir. Tous les ans, il y a une période cyclonique. Donc il faut s'y préparer. C'est la culture aussi du risque face aux risques naturels. Ce sont un certain nombre d'exercices. Mais sinon, d'une manière plus générale, quand j'observe ces cyclones, je me dis qu'ils révèlent à la fois les forces et les fragilités de la Guadeloupe. De nouvelles mesures vont-elles être prises peut-être pour la saison cyclonique prochaine ? Nous sommes en train de préparer tout cela. Nous n'avons pas fini nos retours d'expérience, c'est-à-dire d'analyser ce qui s'est passé avec les services de secours, les services qui ont géré la crise. Et en fonction de cela, nous allons certainement proposer un certain nombre de mesures, mettre en place un certain nombre de mesures. Et puis, dans le cadre des assises des Outre-mer, il y a un groupe de travail qui parle d'eux-mêmes, 2 groupes de travail, 2 ateliers qui sont consacrés à ces phénomènes de risque naturel. Monsieur le préfet, pas un jour ne passe en Guadeloupe sans qu'on entende parler de problèmes de manque d'eau dans telle ou telle commune, de problèmes de coupure, de tours d'eau pas respectés, y compris durant ces fêtes de fin d'année. C'est une situation que vous avez déjà connue ? Non, honnêtement, j'ai beau chercher, je ne vois pas. J'ai connu aussi des situations dans les îles où il y avait peu d'eau, mais la ressource n'était pas suffisante comme en Guadeloupe. C'est pourquoi cette situation est inacceptable. La ressource est là et collectivement, je dirais,
nous n'arriverons pas à fournir de l'eau en quantité suffisante à tous les habitants de Guadeloupe. Le gouvernement vient d'ailleurs... Oui, je voudrais dire que dans ce dossier, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Ouais. En ce qui concerne l'État, bien sûr l'État est présent, mais l'État n'a pas la compétence pour fournir de l'eau potable. En revanche, il va accompagner techniquement et financièrement. C'est le discours du gouvernement qui vient d'envoyer un message fort d'ailleurs aux élus locaux. Le président de région, Harry Chalus, également, il leur dit... Sébastien Lecornu s'est d'ailleurs fendu d'un courrier, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, qui disait aux élus qu'il leur incombe, cette responsabilité leur incombe pour trouver les solutions concrètes et que les solutions ne viendront pas de Paris. Tout simplement, il faut d'abord, pour que l'État puisse intervenir, que les élus locaux s'entendent. Est-ce que c'est le cas ? Alors, il est normal d'abord que le préfet dise la même chose que le gouvernement, parce que je suis son porte-parole, c'est plutôt rassurant. Ensuite, est-ce que les élus s'entendent, puisque vous étiez chargé, peut-être comme votre rôle était peut-être de médiateur, que les élus s'entendent ? Bien sûr. Alors, le ministre rappelle le droit, qui est la compétence en matière de distribution d'eau potable. Ensuite, au-delà du droit, que le préfet aussi est chargé de faire appliquer, eh bien, le préfet a un rôle de médiateur, souvent de facilitateur. Et moi, je suis à la disposition de tous ceux qui le veulent pour apporter mon aide, si besoin, dans ce dossier, comme dans d'autres d'ailleurs. Une commission indépendante doit être mise en place en fonction de Sébastien Lecornu. Elle doit démarrer en janvier 2018. Elle sera basée à partir de 2 négociations des élus locaux. Ces négociations ont-elles avancé aujourd'hui ou en sommes-nous ? Non, je crois pas. Je crois que c'est pas tout à fait ce qu'a écrit le ministre. Poser 2 jalons. La mise en place d'une commission indépendante qui clarifie tous les enjeux financiers en présence, chargée aussi de donner la vérité des prix. Oui, alors c'est une proposition et nous avons déjà un travail qui est fait dans cette direction, puisque nous devrions disposer, c'était prévu pour la fin de l'année, en début 2018, d'un audit sur la situation des réseaux d'eau et des installations. Donc les choses sont déjà engagées. Alors à partir de là, effectivement, nous allons mettre en place cette commission qui peut apporter un audit, un éclairage sur les problèmes de distribution d'eau. Alors l'eau en Guadeloupe est gérée par 5 à 6 systèmes différents. Il y a des communautés d'agglomération, des régies municipales, un opérateur comme le SIAC qui travaille avec Cap Excellence et les régies Nord-Caraïbes. Est-ce qu'un syndicat unique va-t-il régler ce problème d'eau en Guadeloupe? Est-ce que c'est un vœu pieux? Il ne m'appartient pas de le dire, puisque la compétence appartient aux comités d'agglomération qui l'exercent directement ou par l'intermédiaire de structures comme le SIAG ou par l'intermédiaire de régies. Monsieur le préfet, est-ce que cela veut dire qu'à cause d'un problème d'hommes, puisqu'on parle de négociations, d'élus, d'entente, est-ce qu'à cause d'un problème d'hommes, nous sommes dans l'impasse, la population est en souffrance? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une compétence qui est exercée, on sait dans quelles circonstances, et il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. On va avancer dans cette interview, on va parler du CHU, avec un incendie fin novembre, une centaine de patients évacués vers d'autres établissements hospitaliers, la reprise de la tour Nord, et puis vous, qui vous fendez d'un courrier pour dénoncer les carences en matière de sécurité incendie. Est-ce que le règlement en matière de sécurité incendie est-il plus satisfaisant aujourd'hui ? Alors d'abord, ce sont près de 400 patients qui ont été évacués dans des conditions exceptionnelles, et là aussi... je voudrais souligner l'extrême dévouement du personnel du CHU et des pompiers aussi qui ont bataillé une dizaine d'heures pour éteindre cet incendie d'une ampleur exceptionnelle. Et aussi de la communauté médicale puisque ces patients ont dû être accueillis dans tous les établissements de l'île. Donc saluons cette réactivité, cette capacité de la Guadeloupe à faire face à ce genre d'événements. Alors en ce qui concerne la sécurité incendie, nous sommes dans un cadre tout à fait normal. Sauf qu'il n'était pas prévu qu'il y ait un incendie. Donc très rapidement, le 4 décembre, on n'a pas pu réunir la commission de sécurité, c'était trop rapide, mais un groupe de travail, notamment avec le préventionniste des sapeurs-pompiers, a visité les locaux. À la suite de ça, le lendemain, mon directeur de cabinet a porté à la connaissance du directeur du CHU les éléments qui avaient été récoltés lors de cette visite. Et il a fait apparaître notamment un certain nombre de manquements à la réglementation en matière d'incendie et avec un certain nombre de recommandations. Ensuite, eh bien, les choses se mettent en place. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une situation exceptionnelle, qu'il faut à la fois gérer des malades dans des établissements où on ne les attendait pas, avec des équipes médicales qui ne se connaissent pas pour travailler. Et il faut en même temps préparer la suite et travailler sur ce dossier. Depuis, eh bien, il y a eu des rencontres techniques entre personnel du CHU et sapeurs-pompiers, et les choses avancent. Alors, je vais donner un exemple très concret.
Nous savons tous que les conditions de sécurité incendie du CHU n'étaient pas satisfaisantes. Notamment, comme exemple, je pourrais citer que la sécurité incendie ne fonctionne pas à l'alerte. Donc, les pompiers, dans ce cas-là, proposent des compensations. Donc, ce n'est pas rédhibitoire. On peut faire fonctionner un établissement dans de bonnes conditions de sécurité, mais à partir du moment où il y a des compensations. En l'occurrence, la compensation, ça peut être de mettre en permanence 2 personnes qui font des rondes et qui s'assurent qu'il ne se passe rien d'exceptionnel et qui peuvent donner l'alerte. C'est un exemple très concret. Donc nous faisons tout, si vous voulez, ensemble, avec le CHU, avec les spécialistes que sont les sapeurs-pompiers, pour que l'activité médicale reprenne le plus rapidement possible, mais dans de bonnes conditions de sécurité pour les patients et le personnel. Aujourd'hui, donc, les conditions de sécurité en matière d'incendie vous semblent convenables, le règlement en tout cas? Je n'ai pas dit qu'elle était convenable, j'ai dit qu'il y avait des manquements qu'il fallait rectifier. Donc c'est en cours. Il appartient aussi au CHU de prendre les mesures qui s'imposent pour que les conditions de sécurité soient Donc vous n'êtes plus remplies. contre cette réouverture partielle? Mais je n'ai pas à être contre ou pas. Nous avons accepté aussi de faire des réouvertures par étage. Parce que, compte tenu de la situation exceptionnelle, il faut que le CHU puisse fonctionner de la meilleure manière possible, le plus rapidement possible. Mais on ne peut pas laisser ouvrir des locaux si les conditions de sécurité en matière d'incendie ne sont pas remplies.